La rencontre d'aujourd'hui s'inscrit dans une série d'entrevues présentées par la Fondation Berthiaume du Tremblay. Notre objectif est de vous proposer des actions simples, concrètes, pour favoriser votre vieillissement en santé. Prendre soin de soi, c'est bon pour la santé physique, la santé mentale. C'est bon aussi pour nos relations avec les autres, comment est-ce qu'on se sent dans notre environnement. On est plusieurs à savoir qu'est-ce qui est bon pour soi, mais on est aussi nombreux à avoir de la difficulté à appliquer les saines habitudes de vie. Bonjour, je m'appelle Michèle Sirois et aujourd'hui, la thématique de notre entrevue est « Vieillir en santé ». Alors, avec mon invité, on va regarder quels sont les facteurs qui mettent à risque notre santé quand on vieillit, mais aussi quels sont les facteurs qui nous protègent, quels sont les moyens qui sont à notre portée pour nous permettre de bien vieillir. Alors, j'accueille mon invité. Il s'agit de la docteure Sylvie Belleville. Bonjour, Sylvie. Bonjour. Alors, Sylvie, on se connaît, on a déjà travaillé ensemble. Alors, on va se permettre, si vous voulez bien, on va se tutoyer parce qu'on est certaine qu'on va finir par se tutoyer durant l'entrevue. Alors, on va y aller comme ça. Sylvie, tu as une longue carrière, depuis 40 ans. Tu es autant professeure que chercheuse. Tu as d'abord obtenu un doctorat en neuropsychologie. Tu es professeure titulaire au département de psychologie à l'Université de Montréal. Tu es titulaire de la chaire de recherche du Canada en neurosciences cognitives et vieillissement et plasticité cérébrale. On va se démêler dans tout ça tantôt. Et tu es également, et ça c'est assez prestigieux, depuis près de 2 ans, tu occupes le poste de directrice du Réseau québécois de recherche sur le vieillissement. Et ça réunit environ 500 chercheuses, chercheurs partout à travers le Québec. Donc, tu es la personne toute désignée pour répondre à ma première question. Quel est le portrait du vieillissement au Québec? Bien, le Canada connaît un vieillissement démographique important. On sait que l'espérance de vie augmente de façon constante depuis le début du siècle dernier et le Québec est particulièrement choyé à cet égard. Donc, quand on regarde, par exemple, l'espérance de vie à 65 ans, ça c'est important parce que c'est vraiment ça qui va nous donner une idée du vieillissement. Bien, on voit que si on atteint 65 ans, et qu'on est une femme, notre espérance de vie à 65 ans est de 22 ans, donc 87 ans. Si on est un homme, notre espérance de vie est 80 et 20 ans, donc 85 ans. Donc ça, c'est assez formidable. Ça se reflète aussi sur le nombre de personnes âgées au Québec. Donc, depuis 2021, il y a plus de personnes au Québec qui ont plus de 65 ans que de personnes qui ont 19 ans au moins. Donc, on a une espèce de changement là, dans la démographie qui a un impact très important. Ce qui est intéressant aussi, je trouve que c'est intéressant, c'est que le segment de la population des personnes âgées qui augmente le plus, c'est les personnes de plus de 85 ans. Ah. On a vu un doublement du nombre de personnes de plus de 65 ans entre 2001 et 2021. Donc, ça reflète vraiment le fait qu'on augmente l'espérance de vie des personnes âgées. Alors, on augmente l'espérance de vie, ça c'est une bonne nouvelle, mais est-ce qu'il y a de la vie dans ces nouvelles années-là qu'on rajoute à notre vie, justement? Est-ce qu'on reste en santé? Bien, l'Organisation mondiale de la santé définit le vieillissement en santé comme le fait de maintenir ses aptitudes fonctionnelles. Et c'est quoi une aptitude fonctionnelle? Bien, ça dépend à la fois de nos capacités physiques, de nos capacités mentales, mais aussi de l'environnement, du contexte, parce qu'on pourrait, par exemple, avoir des petits problèmes de mobilité et puis ça n'a pas bien un impact parce que j'ai accès à des ascenseurs, j'ai accès à des rampes, etc. Donc, le contexte, c'est important. Mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'il y a une grande étude qui a porté sur près de 40 pays, 200 millions de personnes âgées, Okay. C'est beaucoup, c'est presque bon, et qui a montré qu'en fait, 81% des personnes âgées ont de bonnes capacités, ont de bonnes aptitudes fonctionnelles. Donc, sont en relativement bonne santé. Est-ce qu'elles se considèrent en bonne santé? Elles se considèrent en bonne santé. Et quand on regarde au Québec, intéressant aussi, 81%, donc à peu près le même nom, se considèrent en bonne santé. Et un grand nombre de personnes âgées ont de bonnes aptitudes fonctionnelles. Donc, ça contraste avec cette espèce de vision du vieillissement où tout le monde, les gens sont très, très malades, etc. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des petits problèmes de santé.
quand on vieillit, c'est Oui. certain. Mais on vit avec, on les contrôle, on a quand même une bonne qualité de vie. OK. Et comme personne âgée, on juge que notre vie va bien, malgré le fait qu'on peut avoir mal aux genoux, un peu moins bien voir et tout, mais Absolument. on se considère en santé. Et peut-être, je voudrais souligner tout de même, parce que les gens vont nous dire, oui, mais c'est pas bon, l'idée qu'on a. Ce qui est important de souligner, c'est que cette espèce de santé relative, il semble y avoir un changement quand on arrive vers les 85, 87 ans. Là, on commence à avoir un petit peu plus de problèmes de santé. On vit un peu plus d'enjeux. Donc ça, il ne faut pas le nier. Et ce que la recherche montre aussi, c'est qu'avant le décès, les 7-10 dernières années avant le décès, on va les vivre en moins bonne santé. Ah, OK. Et ça veut dire que même si on repousse l'espérance de vie, on traîne toujours ces 7-10 dernières années où on est en moins bonne santé. Et bien sûr, c'est embêtant, et ce que les chercheurs veulent faire dans le domaine de la gériatrie notamment, c'est de réduire ça. C'est au lieu de pousser, de réduire, au lieu de repousser. Nous amener à tous être des centenaires. Oui, c'est ça. C'est bien d'être un centenaire, mais ce qu'on veut, c'est faire en sorte d'augmenter l'espérance de vie en bonne santé. Ah, OK. Donc, de se rendre jusqu'à 85 ans, mais 90 ans, mais pas avoir 7-10 dernières années qui sont plus difficiles, mais peut-être raccourcir ça. On s'entend-tu pour un 2-3 ans, Oui, Sylvie? c'est ça. Serait mieux. Voilà. Ça me semble bon. C'est pas pire, 2-3 ans. Fait que je sais que votre équipe de chercheurs va continuer à travailler pour y arriver. Donc, si on parlait justement des grands déterminants sur lesquels on a prise quand on vieillit, à quoi ça pourrait, si on voulait résumer, là? Bien, première chose, d'abord, prendre sa santé en main. Donc, le fait, par exemple, d'être ici aujourd'hui, si vous écoutez cette vidéo, c'est déjà, vous voulez prendre votre santé en main. Donc, ça, c'est une bonne chose. Il faut bien sûr être attentif à sa santé physique, à sa santé mentale, sociale. Donc, pas hésiter à consulter si on a un enjeu. Ça, c'est important aussi. Et puis, connaître les facteurs de risque sur lesquels on peut agir. Bien là, si on les nommait justement, facteurs de risque, puis les facteurs de protection aussi, oui, bien sûr. Alors, il y en a plusieurs, puis on va avoir le temps d'en discuter. Mais d'abord, attention particulière au tabagisme, attention particulière à la consommation excessive d'alcool, contrôler ces facteurs de risque qu'on va appeler cardiovasculaires, métaboliques. Ça veut dire le diabète, l'hypertension. On peut contrôler ça bien et vraiment, ça prolonge la vie, ça sauve des vies, c'est très important. Donc, ça veut dire garder une tension artérielle dans les normes, garder nos artères en santé, notre cœur en santé. Cholestérol, donc se faire examiner, puis prendre les médicaments s'il y a besoin ou agir sur son style de vie. Réduire la sédentarité, être stimulé cognitivement, être stimulé socialement aussi, donc soigner son réseau social. L'isolement social, c'est un enjeu pour sa santé. Pourquoi c'est un enjeu, le fait d'être isolé? Qu'est-ce que ça vient faire sur notre santé? Il y a plein de choses. D'abord, ce qui est important de dire, c'est que parfois les personnes sont solitaires. Il faut respecter ça. Hein? Donc, ça, c'est une chose importante. Mais c'est un enjeu parce que quand on est isolé socialement, souvent, on va être beaucoup moins stimulé cognitivement, physiquement. On n'a pas cette espèce de stimulation naturelle. Et puis aussi, on n'a pas cette personne qui nous dit « Ah, tiens, va donc chez le médecin, va donc, il y a un problème là, donc prends ton médicament. » Donc, tout ça, c'est des aspects positifs qui contribuent à une bonne santé. Alors, bien manger. Oui. On le sait tout ça. Hein? On le sait. Bien dormir, bien voir, bien entendre. Il n'y a rien de miraculeux, hein? Il n'y a rien d'extraordinaire, mais il faut se le rappeler. Faire attention aux cocktails médicamenteux, particulièrement important quand on vieillit. C'est surtout ça. Il faut que ce soit bien regardé par l'infirmière, un médecin, s'assurer qu'il n'y a pas d'interaction, puis qu'on ne se retrouve pas à causer des problèmes en voulant en régler d'autres. Plus tard. Bon, alors là, on a entendu les saines habitudes de vie, c'est quelque chose qu'on est au courant, pas toujours facile à appliquer, mais on va en parler un petit peu plus tard. Là, je veux vous amener sur votre territoire de passion, parce que vous avez fait énormément de recherches sur la santé du cerveau qui vieillit, sur le cerveau qui vieillit avec la maladie. Et on entend souvent parler de la fameuse réserve cognitive, que ça nous prend de la réserve cognitive quand on arrive à la retraite. Qu'est-ce que c'est? Oui. Bien, on a découvert la réserve cognitive quand on a réalisé que certaines personnes âgées pouvaient mourir, décéder de mort naturelle,
différentes raisons. Et quand on regardait leur cerveau, ces personnes-là avaient tous les signes dans le cerveau d'une maladie d'Alzheimer, mais n'avaient aucun des symptômes de leur vivant. Donc, c'est comme si le cerveau, on a appelé ça une réserve, parce que c'est comme si le cerveau avait cette espèce de capacité de continuer à fonctionner normalement, malgré qu'il était très altéré au niveau physiologique. Donc, on pense qu'il pouvait compenser, bloquer les effets négatifs de ces pathologies et qui ont fait en sorte qu'il n'y avait pas d'effet néfaste sur la mémoire, sur l'attention, etc. On ne sait pas très bien pourquoi, oui, comment le cerveau fait ça. C'est des travaux sur lesquels moi, je me penche sur ça, je veux comprendre comment il fait. Oui. On pense que soit le cerveau est peut-être plus actif, peut-être plus connecté, effectivement, va chercher des voies alternatives, mais c'est assez miraculeux, Oui. c'est formidable. Alors, quelles sont les personnes qui ont de la réserve cognitive? Qu'est-ce qu'elles ont fait dans leur vie pour avoir de la réserve cognitive? Il est possible qu'il y ait un peu de génétique là-dedans. On pense qu'il y a un peu de génétique, possiblement, hein, on s'y intéresse. Mais on a réalisé, en fait, que plusieurs facteurs liés au style de vie vont contribuer à ce qu'on se construise au cours de notre vie une réserve cognitive. Donc, ce sont des facteurs comme, par exemple, le fait d'être cognitivement stimulé. Donc, avoir eu des métiers stimulants cognitivement, des hobbies stimulants, mais aussi le fait de préserver son audition, sa vision, probablement parce que ça permet aussi de rester stimulé. Continuer d'être sollicité par... Absolument. D'être connecté avec son environnement social, ses proches, etc. D'être physiquement actif. Donc, vous voyez, c'est intéressant parce que ce sont les facteurs qui sont aussi liés au fait de rester en bonne santé globale. Donc, c'est des facteurs qui sont en fait très similaires. Donc, pendant que je prends soin de mon corps quand je fais de l'activité physique, je me trouve aussi à prendre soin de ma réserve cognitive. Absolument. On n'a pas besoin de choisir. On n'a pas besoin de choisir. Puis, d'ailleurs, moi, j'essaie de comprendre. L'activité physique, ce que ça fait, c'est que ça garde mon cœur en santé, mes artères en santé, de sorte que mon cerveau se trouve à avoir tout le sang oxygéné, les nutriments dont il a besoin. Est-ce que c'est un peu le lien qu'on fait? Oui, pour l'activité physique, c'est particulier. L'activité physique, à la fois, a un impact sur la vascularisation. Le cerveau, c'est un organe qui demande beaucoup, beaucoup de sang, qui a besoin de beaucoup de vascularisation. Et c'est pour ça que pour avoir un cerveau en santé, il faut vraiment avoir une bonne santé cardiovasculaire. Mais aussi, on a montré que l'activité physique a un impact direct au niveau de certaines régions impliquées dans la mémoire comme l'hippocampe. Donc, il semble y avoir des aspects qui sont directement favorables et qui vont augmenter la plasticité dans des régions critiques. C'est fabuleux. Autrement dit, je m'en vais prendre une bonne marche de santé, je marche rapidement, je fais du bien à mes muscles, à mon cœur, et j'envoie un message formidable à mon cerveau, puis je lui dis « bâtis de la réserve cognitive ». Est-ce qu'il y a un facteur qui est plus important, parce que vous en avez, tu en as nommé quelques-uns, finalement, je te dis vous, hein? Tu en as nommé quelques-uns, donc l'activité, bien voir, bien entendre, être stimulé. Est-ce qu'il y en a un qui est plus gagnant qu'un autre? Bien, pour ce qui est de la cognition, du fait de maintenir une bonne santé cognitive, ce qui est intéressant, c'est que tous les facteurs ont à peu près la même force d'association. Okay. Donc, tous les facteurs se valent en quelque sorte. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il n'y en a pas un qui est comme gagnant, ça c'est le top, et si je ne l'ai pas, ben c'est terrible. Ça veut dire qu'on peut partir de soi-même, partir de là où on a envie de s'améliorer, ou là où on pense qu'on a plus de possibilités d'avoir un impact, là où on peut agir. Et donc, ça permet de focaliser sur ce qui est plus facile à améliorer. Ce qui est toujours important quand on veut changer son style de vie. C'est toujours bien de commencer vers des choses qui sont accessibles, faciles et simples. Et plaisantes. Et plaisantes. Parce que jamais oublier le plaisir. Oui, j'aime ça parce que tu es une grande scientifique et je t'ai souvent entendu en conférence, j'ai lu des choses que tu as écrites et tu reviens beaucoup avec cette notion-là du plaisir. Et sachant que tu es scientifique et tu me parles du plaisir, alors ça me fait plaisir. Je me dis, voilà, il y a une clé. Donc, à quoi il faut porter attention quand on décide d'introduire une nouvelle habitude? Là, je l'ai dit tantôt en intro, c'est difficile de dire, OK, là, je me couche plus de bonne heure ou j'introduis l'activité physique, je change ma façon de manger. À quoi il faut penser pour s'aider? Oui, d'abord, il faut partir de soi. Oui. Donc, il faut se connaître, je le disais tout à l'heure. C'est important d'être attentif à soi-même. C'est quoi les domaines? Où est-ce que j'ai un risque?
Oui. Hein? Donc, est-ce que je suis plus sédentaire? Est-ce que si je suis sédentaire, ben, peut-être commencer par la marche, surtout si ça nous tente ou si Oui. c'est quelque chose qui nous motive. Mais si je suis très active, mais que je ne mange pas très bien, ben, peut-être qu'il faut commencer par son alimentation. Donc, ça, c'est la première chose. Réfléchir à soi-même OK. et porter attention à là où on a des chances OK. qu'on puisse se motiver. Ne pas avoir peur de sortir de sa zone de confort. Par exemple, il y a des gens qui me disent, je fais beaucoup de sudoku, c'est formidable, vous faites beaucoup de sudoku, mais essayez peut-être d'augmenter le niveau de difficulté ou alors de varier. Parce que si on fait trop toujours la même chose, ben, c'est comme si notre cerveau, il devient trop spécialisé. C'est important de développer différentes régions de son cerveau, différentes connexions, etc. Par diverses activités, autrement dit. Par diverses activités. Oui. Qu'est-ce qui me motive, moi, personnellement? On parle beaucoup de la motivation intrinsèque, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit quelque chose, il faut faire ça parce que nous, c'est important pour nous. On ne le fait pas pour les autres, on le fait pour soi-même. Et encore une fois, se connaître. Je sais que ça ne va pas me motiver, alors essayer d'axer sur ça, c'est ce qui nous motive et aussi ce qui est réaliste dans notre contexte particulier. Par exemple, si j'ai accès à un gym facilement, ben là, c'est bien, c'est facile. Bon. Mais s'il faut que j'aille à l'autre bout de la ville pour avoir accès à un gym, c'est pas idéal. Et puis, alors, très important, approche à petits pas. Ne pas vouloir être parfait tout de suite. Se dire que dès que j'améliore quelque chose, j'ai fait quelque chose de bien et je suis dans la bonne direction. Avoir des objectifs réalistes, atteignables. Je donne un exemple. Moi, j'habite dans un building, je suis au 9e étage. Alors, ce que j'ai commencé à faire, c'est au lieu d'appuyer sur le bouton pour arrêter au 9e étage, j'arrête au 8e étage. OK. Et là, je fais un étage à pied. Ensuite, je fais ça un petit peu. Puis, je fais 7e étage. Donc, vous voyez, petits pas, rien de compliqué. Contexte qui tient compte de mon contexte, qui fait que je vais me motiver, je vais me trouver bonne parce que je l'ai fait et j'y arrive. Et je suis fière de moi. Et je suis fière de moi. Alors, parce que tu es une grande spécialiste du cerveau, peux-tu m'expliquer? Là, on t'écoute, on dit, c'est tout le gros bon sens, on le sait qu'il faut le faire. Mais pourquoi c'est si difficile de changer une habitude? Oui, c'est très difficile. En fait, c'est tout à fait normal que ce soit difficile de changer une habitude. Pourquoi? Parce que le corps et le cerveau adorent les habitudes. Le corps adore les automatismes, le cerveau adore les automatismes. Ça le rassure. Bien, c'est parce que quand quelque chose devient une habitude qui est automatique, bien, ça prend beaucoup moins d'énergie. On sait quand on apprend à conduire une voiture, au début, ça prend plein d'attention, mais après, on a développé un automatisme et on le fait sans même y penser. Oui. Donc, le corps et le cerveau veulent se mettre sur des pilotes automatiques pour mettre son attention sur les choses qui ne peuvent pas être sur un pilote automatique. Mais ça, évidemment, ça a un effet problématique quand on veut changer une habitude qui est peut-être pas très bonne pour nous. Donc, ça, c'est la raison. L'autre chose, c'est que souvent, les habitudes sont intégrées dans notre routine. Ah oui. Par exemple, je mange toujours des chips devant la télévision. Ben ça, si j'arrive devant la télévision, tout de suite, j'ai envie de prendre des chips parce que c'est une association qui s'est faite dans mon cerveau. Et c'est pour ça que c'est parfois plus facile de changer ses habitudes en changeant un peu le contexte. Je suis en vacances, ou alors je prends ma retraite, voilà. Ça peut être des moments charnières là, qui nous aident à adopter de nouvelles habitudes, pour peu qu'on s'assure, après qu'on revienne dans notre contexte, qu'on les intègre. Qu'on va être capable. Donc, outre le fait que, j'ai envie de dire, il faut tenir tête à notre cerveau, est-ce qu'il y a d'autres barrières qui font que c'est difficile d'intégrer une nouvelle habitude? Ben, oui, il y a des barrières, des barrières qui sont plus personnelles. Par exemple, le manque de connaissances. Ça, c'est une barrière importante. Les gens ne savent pas, ils ne savent pas qu'ils peuvent agir, ils ne savent pas sur quoi agir, par où commencer. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir accès à de l'information fiable. L'autre barrière importante, c'est la question de la confiance qu'on peut effectivement faire quelque chose. Donc, ce qu'on appelle l'auto-efficacité, c'est-à-dire, ça, c'est vraiment
très important. On sait que les gens qui ont un sentiment, qui peuvent changer, qui peuvent avoir un impact sur leur vie, sur leur santé, bien, effectivement, ils changent davantage, ils bénéficient davantage des programmes, donc ils ont une meilleure santé généralement. Donc ça, c'est très important, c'est une barrière importante. On a aussi des barrières qui sont plus environnementales. Ah. Et ça aussi, c'est important. Par exemple, si on veut marcher, mais il n'y a pas de trottoir, c'est compliqué, ça va être plus difficile. Si on n'a pas accès à des aliments qui sont sains, ça va être plus difficile aussi. Si on n'a pas accès à des activités cognitivement stimulantes, par exemple. Et c'est pour ça que les communautés, les quartiers, les villes peuvent jouer un rôle vraiment important pour soutenir en offrant les conditions qui vont faire en sorte qu'on peut améliorer notre santé, la maintenir. Très intéressant. On en parle dans une autre entrevue, justement, sur l'aménagement des quartiers. Alors, ça fait le lien. Alors, là, je t'entends, Sylvie, puis tu dis, en fait, il faut avoir confiance en soi qu'on est capable. Mais là, on arrive, disons, par exemple, à la retraite. On a 55, 60 ans. Est-ce que on est sédentaire, on ne mange pas très bien, on n'a pas une bonne routine avant d'aller se coucher? Est-ce que j'entends des gens dire, bien, de toute façon, moi, c'est trop tard. J'arrête pas de fumer, là, parce que ça fait 40 ans que je fume, c'est trop tard, ou je ne change pas mon affaire. Est-ce vrai? Bien, en fait, c'est sûr que c'est mieux plus tôt parce que, comme je le disais tout à l'heure, hein, on n'a pas, à ce moment-là, on n'a pas créé cette habitude que notre cerveau et notre corps adorent. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il n'est jamais trop tard, en fait. Il n'est jamais trop tôt, jamais trop tard. Oh, c'est facile à retenir. Facile à retenir. Oui. Et donc, chaque fois qu'on agit sur nos habitudes de vie, on a un impact sur notre santé. Voilà, ça, on le retient. Jamais trop tôt, jamais trop tard. Avant de terminer, si on parlait de la technologie, est-ce que la technologie, est-ce qu'on peut aller chercher des moyens pour s'assurer de vieillir en santé avec la technologie? Oui, la technologie, c'est vraiment, si on est à l'aise avec la technologie, c'est un outil qui est formidable. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que la COVID, vous savez, cet événement qu'on a tous des souvenirs un peu terribles de ça. Mais un des bénéfices de la COVID, c'est que les personnes âgées ont augmenté considérablement leur utilisation des technologies. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris à utiliser une tablette pour communiquer avec leurs proches. On voulait voir nos petits-enfants, voilà. On voulait prendre un petit cocktail à 5 heures l'après-midi avec nos amis. Et ça, c'est important parce que ça veut dire que ça ouvre aussi tout un tas de perspectives sur les sites qui permettent, par exemple, de favoriser une vie active, les sites de yoga, les sites de méditation, d'entraînement cognitif en ligne, etc. Donc ça, c'est vraiment bien. Mais aussi, il y a tous ces objets connectés, hein, des montres, des téléphones cellulaires qui permettent de suivre un peu notre style de vie. Combien de pas on a fait dans la journée? C'est ça peut nous aider à nous motiver. Oui. Hein, est-ce qu'on a bien dormi? Juste faire attention de ne pas devenir dépendant, mais parce qu'on peut devenir facilement très, très intéressé ou trop intéressé. Oui. Mais c'est un outil qui est vraiment fort, fort intéressant. Mais moi, ce que je retiens, Sylvie, ce que tu as dit dès le départ, c'est si vous êtes à l'aise. Alors peut-être de ne pas de se priver des bénéfices que la technologie peut nous apporter. Puis si on ne se sent pas à l'aise, bien, peut-être de commencer par justement prendre un cours, apprendre la manipulation des logiciels, des tablettes et tout. Absolument, il ne faut pas se mettre dans une situation où on se sent pas bon. L'idée étant justement de favoriser ce sentiment d'auto-efficacité. Je suis bon, je suis bonne. Donc, c'est pour ça que prendre des cours, avoir quelqu'un qui nous aide un peu, ça peut être bien. Alors là, on a regardé les habitudes de vie. En fait, on se les a rappelées parce qu'on le sait qu'il faut bouger, bien manger, bien dormir, bien voir. Est-ce qu'au-delà de ces habitudes de vie-là, il y a quelque chose d'important qu'il faut maintenir en vieillissant? Oui. Bien, quand on interroge les personnes âgées et qui sont en bonne santé, qui vivent longtemps en bonne santé, ce qu'elles nous disent toutes, c'est que ce qu'il faut, c'est continuer à être actif, à être ouvert aux expériences, à continuer d'apprendre, continuer à faire des choses qui apportent du plaisir, à se mettre au défi. Et je pense que si on regarde la science, on serait assez d'accord avec ce qu'elle nous dit. L'équipe de chercheurs là, que vous dirigez sont assez d'accord. Mais moi, j'entends ça, puis de continuer. On a un bel exemple au Québec, Jeannette Bertrand, 100 ans, qui continue à être tellement active.
On sait que c'est quand même une exception, là, d'être aussi active rendue à cet âge-là, mais ça demande de l'énergie quand même, de dire, je vais continuer à apprendre, je vais continuer à sortir. Comment est-ce qu'on fait comment dire, pour reconnaître d'abord qu'il y a moins d'énergie, mais de continuer quand même? Est-ce qu'il faut juste être bienveillant à son égard, dire, je vais le faire autrement, parce qu'avant, je le faisais vite puis bien, maintenant, je vais le faire plus lentement, puis qu'est-ce qu'on peut se dire? Je pense qu'au niveau social, il faut peut-être changer l'image déjà du vieillissement. Parce que si on projette une image du vieillissement qui est, mon Dieu, c'est terrible, c'est une Oui. catastrophe, bon, les gens vont intérioriser cette image-là et donc vont eux-mêmes se dire, bon, ben il est trop tard, il n'y a plus rien à faire, etc. Oui. Donc, je pense c'est très important de travailler sur l'image que la société projette. Donc, je pense que ce type d'initiative, notamment, ça vise aussi à remettre en perspective c'est quoi de vieillir. Je pense que des beaux modèles, c'est intéressant, mais il faut aussi se dire que le meilleur modèle, c'est soi-même. Oui. Le meilleur modèle, c'est qu'est-ce que moi j'ai envie de faire et non pas être trop non plus, vous voyez, impressionné par les modèles qui sont projetés parce qu'on peut aussi bien vieillir avec notre contexte particulier. Donc, partir de soi est très important. C'est ça. C'est ça que je retiens. Partir de soi et d'adapter selon nos capacités, mais de demeurer curieux, ouvert, prêt à apprendre, prêt à se tromper, puis prêt à recommencer. On peut-tu dire ça comme ça, Sylvie? On peut dire ça. Oui. Moi, j'ai l'habitude de dire que le vieillissement de la population et aussi le fait de vieillir, c'est un cadeau extraordinaire. C'est un cadeau pour la société. Oui. Et c'est un cadeau pour la personne qui a la chance de vieillir. Et c'est une opportunité formidable pour une société d'avoir ces gens-là qui ont toute cette expérience, cette connaissance et cette histoire, pouvoir la transmettre et d'être des témoins aussi de notre société. Donc ça, c'est merveilleux. Et je pense que chaque étape de la vie a quelque chose de particulier. Chaque étape de la vie est intéressante. Vieillir, c'est intéressant. C'est pas si pire, finalement. Il y a des plus quand même à vieillir. Si on finissait sur ça, Sylvie, qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'ai atteint 65 ans, puis je le vois que je suis comme plus capable de mettre les choses en perspective. J'ai la mèche moins courte, je comprends des choses, j'ai fait du ménage dans ma vie un peu. Est-ce qu'il y a d'autres avantages que je vais découvrir? Non, mais c'est tout à fait vrai. Et quand on vieillit, on se connaît mieux, on sait où sont nos limites, on est moins pris par les obligations d'être parfait. Et il y a plein de stress qu'on n'a plus parce que nos enfants sont grands, parce qu'on n'a plus notre carrière après, on a moins l'ambition de devenir... bon. Et donc, on a fait le tour et on se connaît mieux. Et je pense qu'il y a la sagesse aussi. On a accumulé toute cette expérience qui fait qu'on met les choses en perspective. Moi, j'ai envie de terminer sur ça parce que c'est tellement positif. Vous nous avez vous nous avez rappelé, tu nous as rappelé les facteurs qui vont nous protéger pour continuer à avancer dans le vieillissement. Et tu nous as surtout fait prendre conscience, encore une fois, que c'est beau de vieillir aussi et de bien vieillir. Un grand merci, Sylvie. Merci, Michel. Si cet échange vous a plu et que vous désirez avoir plus d'informations, eh bien, consultez le site de la Fondation Berthiaume du Tremblay pour plus de conseils pratiques et des articles pertinents sur le sujet.